L'histoire commence dans un désert. Catherine arrive à cheval et rencontre bientôt un jeune garçon, Edward. Elle le remercie pour l'animal et lui demande s'ils peuvent aller faire un tour en bateau. Edward lui montre alors un immense navire rouillé, presque entièrement enfoui sous le sable. Mais Catherine lui indique une petite embarcation plus modeste. Le garçon affirme qu'elle est inutilisable. Et, quelques instants plus tard, il se métamorphose brusquement en monstre avant de s'enfuir. À ce moment, Catherine presse un dispositif fixé sur sa main et le décor disparaît aussitôt. Elle se retrouve branchée à une machine, à l'intérieur d'un laboratoire. On comprend alors que cette époque dispose d'une technologie expérimentale permettant à des médecins de pénétrer dans l'esprit de leurs patients peinants. Catherine est psychologue, et depuis un certain temps, elle tente d'aider Edward, qui est plongé dans le coma. Pour le tirer de cet état, elle explore régulièrement son inconscient, cherchant à établir un lien de confiance et à détruire les barrières qui le maintiennent enfermé. Une fois la séance terminée, Catherine retire son costume et quitte la salle. Dehors, elle retrouve ses supérieurs, le docteur Henry et le docteur Myriam. Les parents d'Edward, qui sont immensément riches, financent tout ce projet. Mais après 18 mois sans résultat tangible, ils commencent à s'impatienter. Selon eux, il serait préférable de transférer Edward dans un hôpital classique, et ils soupçonnent que les visions de Catherine ne soient en réalité que des hallucinations. Pendant ce temps, ailleurs, un homme nommé Karl arrive avec son chien Valentine dans un bâtiment abandonné au milieu de nulle part. À l'intérieur, il observe un réservoir rempli d'eau, où flotte une jeune femme. Mais bientôt, son corps se met à convulser jusqu'à ce qu'elle succombe. Au laboratoire, Myriam explique à Catherine que les parents d'Edward souhaitent arrêter le programme. Toutefois, ils ont accepté de prolonger l'expérience pour 6 mois supplémentaires. Catherine évoque alors une nouvelle approche, inverser le processus et permettre à Edward d'entrer dans son propre esprit à elle. Myriam rejette immédiatement l'idée, qu'elle considère comme trop risquée pour les deux. Mais Catherine insiste, affirmant que l'enfant est prisonnier d'un monde malsain, et que l'exposer à un environnement plus sain est la meilleure chance de le sauver. De son côté, Karl, qui se révèle être un tueur en série, transporte le cadavre de la jeune femme et l'installe dans son camion avant de quitter les lieux. En rentrant chez lui, Karl dépose le corps de la jeune femme sur une table métallique, puis décolore entièrement sa peau avec de l'eau de javel jusqu'à la rendre blanche comme une poupée. Ensuite, il s'accroche au plafond à l'aide de crochets plantés dans sa chair et regarde la vidéo des derniers instants de sa victime dans le réservoir. Le lendemain, le corps d'une femme est découvert sous un pont. L'agent du FBI Peter se rend sur place avec son équipe pour enquêter. Autour du cou de la victime, ils trouvent un collier métallique qui révèle qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. 6 autres femmes ont déjà été retrouvées mortes de la même manière atroce. Peter est à bout de nerfs. Depuis longtemps, il tente de coincer ce tueur sadique, mais chaque nouveau meurtre renforce sa frustration. Pendant ce temps, Karl suit discrètement une nouvelle proie. Il observe ses habitudes et attend le moment idéal pour l'attaquer. De leur côté, les agents du FBI poursuivent leurs analyses et découvrent un poil de chien sur le corps de la femme. Surprise! Il appartient à un berger allemand albinos, une race extrêmement rare. Un peu plus tard, Julia se trouve sur un parking lorsqu'elle sent que sa voiture a roulé sur quelque chose. En descendant, elle découvre Valentine coincée sous une roue et pense l'avoir blessée. Alors qu'elle caresse le chien pour le rassurer, Karl surgit derrière elle et la neutralise brutalement. Peu après, la disparition de Julia est signalée, ce qui plonge les enquêteurs dans l'urgence. Ils décident de concentrer leurs recherches sur ce chien albinos et sur un camion dont les traces de pneus correspondent à celles relevées près du pont. Peter se rend ensuite chez la famille de Julia. Il apprend qu'elle devait bientôt se marier et partir s'installer ailleurs. À ce moment, son partenaire l'appelle, un éleveur de chiens vient de donner un renseignement crucial. Il a vendu un chiot albinos à un homme suspect et il a aussi fourni son adresse. Muni de cette information, la police fonce sur place tout en consultant le dossier du suspect. L'homme s'appelle Karl Rudolph. À première vue, il n'a aucun antécédent judiciaire et ne possède même pas d'armes enregistrées. Pendant ce temps, Karl se prélasse dans sa baignoire lorsqu'il est soudain pris d'une crise de crise. Cri de panique, il titube dans sa maison en cherchant son traitement, mais finit par s'écrouler au sol peineux. Peu après, la police arrive à son domicile. Lorsque la police pénètre dans la maison, elle découvre Karl étendu inconscient dans la cuisine. Il fouille chaque pièce de la demeure, mais Julia reste introuvable. En revanche, ils mettent la main sur le chien albinos. Karl est aussitôt transporté à l'hôpital, tandis que Peter descend au sous-sol. Là, il découvre des bidons d'eau de javel alignés sur des étagères, des jouets disposés dans des positions étranges et inquiétantes, ainsi que des chaînes suspendues au-dessus d'une table marquée du logo Carver Pente. En allumant la télévision, il tombe sur une vidéo montrant la mort d'une jeune femme, ce qui le choque profondément. Pendant ce temps, Julia est enfermée dans une cage de verre. Elle hurle pour appeler à l'aide, mais personne ne l'entend. Un peu plus tard, Peter rencontre un médecin chargé d'examiner Karl. Celui-ci lui révèle que l'homme souffre d'une forme sévère de schizophrénie contractée dès sa naissance, restée latente jusqu'à ce qu'un traumatisme la déclenche. Selon lui, Karl a dû subir un choc lié à l'eau. Le problème,
c'est qu'il ne se réveillera jamais par lui-même, et aucun traitement médicamenteux ne peut l'y contraindre. Mais Peter insiste, une femme est enfermée dans une pièce qui va bientôt être inondée. Seul Carl connaît l'endroit exact, et sans cette information, Julia n'aura aucune chance de survivre. On apprend alors que le tueur garde ses victimes 40 heures dans cette cage avant d'activer un système automatique qui libère l'eau. Le temps est donc compté. Face à cette urgence, le médecin propose une idée audacieuse. Emmener Peter dans le centre où travaille Catherine et son équipe. Peter leur expose la situation et demande à Catherine de pénétrer dans l'esprit de Carl pour localiser Julia avant qu'il ne soit trop tard. Le conseil valide la procédure exceptionnelle, et même les parents d'Edward acceptent de suspendre temporairement le traitement de leur fils Quincy. La décision finale revient toutefois à Catherine. Elle explique que chez les schizophrènes, la frontière entre le réel et l'imaginaire est brouillée. Même éveillé, Carl percevrait les choses de manière déformée. Elle admet qu'il serait possible de gagner sa confiance, mais qu'un tel processus prendrait normalement plusieurs mois. Cependant, lorsque Peter insiste sur l'urgence et lui montre les enregistrements des précédentes victimes, Catherine finit par accepter, à contre-cœur. L'équipe se met aussitôt en place pour préparer la procédure. Elle explique alors que Carl avait l'habitude de s'accrocher à des chaînes, car cela lui procurait une sensation de flottement semblable à celle de l'eau. De son côté, le docteur Henry précise aux enquêteurs que la machine fonctionne grâce à un système de transfert synaptique. Elle établit une cartographie du cerveau d'une personne et envoie le signal dans l'esprit d'une autre. Un microprocesseur implanté dans le bras de Catherine lui permet de revenir à la réalité à tout moment en appuyant simplement dessus. Peu après, la séance débute. Carl et Catherine sombrent dans un profond sommeil, leur système neurologique désormais connecté. Catherine se retrouve alors plongée dans son esprit et assiste à une scène où le jeune Carl est baptisé dans un petit lac par plusieurs adultes. Elle traverse ensuite un tunnel sombre où elle remarque un chien noir secouant du sang sur son pelage. Un peu plus loin, elle aperçoit l'enfant escaladant une immense échelle menant vers une pièce. Elle le suit rapidement et arrive dans une salle où un grand cheval se tient immobile au centre. Le petit Carl est recroquevillé dans un coin. Catherine tente d'entamer le dialogue avec lui, cherchant à gagner sa confiance, mais l'enfant reste fixé sur sa montre. Soudain, il la pousse brutalement loin de l'animal. À ce moment, plusieurs lames acérées tombent du plafond et tailladent le cheval en morceaux point. Catherine comprend que le garçon essayait de la protéger, mais ce qui la trouble encore davantage, c'est de voir que l'animal respire toujours malgré ses blessures atroces. Terrifié, le petit Carl s'enfuit. Catherine le poursuit et se retrouve dans une autre pièce, où elle découvre avec effroi des cages contenant des femmes transformées en poupées mécaniques. La scène la glace d'horreur. Tout à coup, une femme gigantesque sort d'une cage et se jette sur elle. La créature entraîne Catherine dans une grande salle, au centre de laquelle siège un homme imposant sur un trône, orné de tissu pourpre relié au crochet planté dans son dos. C'est la version démoniaque de Carl. Il s'approche et lui demande d'où elle vient. Terrifiée, Catherine n'hésite pas. Elle appuie sur son capteur et réintègre aussitôt la réalité. Pendant ce temps, Peter poursuit son enquête sur la disparition de Julia lorsqu'il apprend que Catherine est revenue du voyage mental. Peter se précipite aussitôt vers le laboratoire. Elle paraît bouleversée et avoue n'avoir jamais rien vécu d'aussi terrifiant. Le docteur Henry lui conseille alors de se reposer, car si son esprit en vient à croire que ce qu'elle a vu était réel, elle risquerait de s'y perdre et de ne jamais en revenir. Pendant ce temps, Julia reçoit les premiers jets d'eau dans sa cellule de verre. Le liquide jaillit par intermittence, éclaboussant la pièce de temps en temps, avant de finir par l'immerger totalement et condamner la victime à la noyade. Ailleurs, Peter retrouve Catherine auprès du lit d'Edward. Elle lui explique l'état de l'enfant, et ajoute que lorsqu'elle pénètre dans l'esprit de quelqu'un, elle a accès à tout, même aux souvenirs que les gens tentent de dissimuler. Ce qu'elle a ressenti dans le cerveau de Carl l'a profondément marqué. Selon elle, il s'est inventé un royaume monstrueux où il s'est proclamé seigneur, s'accordant tous les droits. Peter lui confie alors une expérience personnelle. Autrefois procureur, il avait dû abandonner un dossier contre un abuseur d'enfants faute de preuves. Le lendemain de sa libération, on avait retrouvé l'homme assis dans son salon. La fillette éventrée à ses côtés, et son cœur conservé dans le réfrigérateur. Cet épisode l'avait tellement marqué qu'il avait quitté son métier pour rejoindre le FBI et traquer des criminels de ce genre. Catherine remarque toutefois qu'il reste une part d'innocence en Carl, une partie de lui qui se voit encore comme un enfant. Elle est convaincue que si elle parvient à atteindre cette facette de sa personnalité, ils pourront peut-être découvrir l'endroit où Julia est retenue. Elle se prépare donc pour une deuxième immersion. Mais avant de commencer, elle demande que l'on fasse venir l'animal du tueur. Valentine est introduite dans la pièce et lèche la main de Carl, ce qui pourrait susciter une réaction positive chez lui. Rapidement, Catherine se retrouve enfermée dans une cage de verre. Elle s'empresse d'en ouvrir le couvercle, traverse plusieurs tunnels et débouche dans une grande salle où Valentine vient la rejoindre. Le chien la guide jusqu'à une maison où elle découvre un jeune Carl en train de laver la vaisselle. Elle lui offre alors un petit miroir comme présent, en lui expliquant que s'il a besoin d'aide, il doit l'utiliser pour réfléchir la lumière. Le garçon accepte le cadeau avec enthousiasme, mais Catherine touche accidentellement une assiette, qui se brise. Affolé, le petit Carl la cache dans un placard.
juste au moment où son père entre et le réprimande pour avoir cassé la vaisselle. L'homme se met à frapper violemment le petit Karl, tandis que Catherine reste impuissante, incapable d'intervenir. Elle assiste alors à plusieurs scènes d'abus que l'enfant a subies, autant d'horreurs qui ont laissé en lui des blessures irréparables. Un peu plus tard, Catherine aperçoit Karl adulte près d'une baignoire, dans laquelle repose le cadavre de la jeune fille. Il lui avoue qu'il s'agit de sa première victime et lui demande pourquoi elle est là. Catherine répond qu'elle veut l'aider, mais Karl ne la croit pas, et lui raconte le jour où sa schizophrénie s'est déclenchée pour la première fois. C'était lors de son baptême, quand son père l'avait plongé de force sous l'eau. Terrifié, Karl avait eu l'impression de se noyer, tandis que tout le monde regardait sans rien faire. Catherine ose alors lui demander directement où se trouve Julia. Furieux, Karl refuse de répondre et s'enfonce dans un coin obscur. Soudain, sa version démoniaque surgit, attaque Catherine et lui passe un collier de métal autour du cou. Pendant ce temps, dans le monde réel, les médecins constatent que quelque chose a très mal tourné. Catherine est désormais piégée et ne peut plus quitter le rêve. Face à cette situation critique, Peter décide de prendre le risque d'entrer dans son esprit, malgré le fait qu'il n'ait reçu aucune préparation pour cela. Myriam l'avertit que pour la réveiller, il devra lui révéler quelque chose de très personnel sur sa vie. Peu après, Peter se retrouve dans un champ où 3 femmes, la bouche ouverte, lui disent que leurs enfants ont été enlevés par leur père Poincier. À ce moment-là, le jeune Karl apparaît et reflète la lumière de son miroir vers lui, l'incitant à le suivre. Peter arrive alors dans une pièce où trône un grand lit. Catherine s'y trouve, vêtue d'une robe de dentelle et masquée. Il lui enlève son masque et lui rappelle que tout cela n'est pas réel. Mais Catherine l'ignore et commence à l'embrasser. C'est alors que le Karl démoniaque surgit, recouvre la tête de Peter d'un sac et le fait s'évanouir. Quand il reprend conscience, Peter est attaché. Le monstre apparaît de nouveau et se met à lui ouvrir le ventre, lui arrachant les entrailles, tandis que Catherine, sous l'emprise de l'illusion, sourit en silence. Dans un dernier effort, Peter lui répète désespérément que ce n'est pas la réalité. Alors que Catherine est sur le point de perdre pied, Peter lui rappelle la mort tragique de son petit frère dans un accident. Ce souvenir la ramène brutalement à la réalité. Elle saisit alors une tige de fer et la plante dans le dos du démon. Peu après, Catherine et Peter se retrouvent dans une autre pièce. Au centre se dresse une cage remplie d'eau, dans laquelle Julia flotte, inconsciente. À leur côté se tient le jeune Karl. Catherine lui demande de leur montrer l'endroit sur une carte. Et pendant ce temps, Peter observe attentivement et remarque que le réservoir porte le logo Carver, identique à celui qu'il avait déjà aperçu dans le sous-sol de Karl. Il comprend alors où se trouve Julia et suggère qu'il quitte immédiatement. Catherine, quant à elle, promet à l'enfant qu'ils reviendront le sauver. Mais au même moment, le démon surgit et emporte le petit Karl. De retour dans la réalité, Peter appelle aussitôt son équipe. Il leur ordonne d'obtenir toutes les informations possibles sur la société Carver Industrial Equipment, qui a fabriqué ces réservoirs, qui les a achetés, qui les a vendus. Le FBI quitte en urgence le centre, tandis qu'au même instant, la cage de Julia commence à se remplir d'eau. Prisonnière, elle lutte désespérément pour ne pas se noyer. Pendant ce temps, le docteur Henry remarque que Catherine s'apprête à replonger dans l'esprit de Karl. Lui et ses collègues tentent de l'en empêcher, mais elle s'est enfermée dans le laboratoire. Elle se retrouve alors vêtue d'une tunique semblable à celle d'une nonne et fait face au jeune Karl. Celui-ci lui confie vouloir rester auprès d'elle, mais Catherine lui répond que ce n'est pas possible. Soudain, l'enfant se métamorphose en Karl adulte et raconte un souvenir d'enfance. Il avait trouvé un oiseau à la patte brisée. Craignant la réaction violente de son père s'il le découvrait, Karl avait préféré noyer l'animal de ses propres mains. À travers cette confession, il laisse entendre qu'il souhaite que Catherine mette fin à ses jours. Mais elle refuse, affirmant qu'elle ne peut pas accomplir un tel acte. Leurs échanges sont brutalement interrompus par l'arrivée du démon, qui attaque à nouveau. Pendant ce temps, Peter apprend que le réservoir avait été vendu à un homme qui projetait de construire une usine. Mais l'homme fit faillite, et l'État racheta finalement le terrain, confiant à Karl la tâche de le celler. Avec cette révélation, Peter entrevoit enfin un véritable espoir. Rempli d'espoir, Peter se rend immédiatement sur place avec son équipe. Dans l'univers mental, Catherine affronte la version démoniaque de Karl et l'atteint de plusieurs flèches. Pendant ce temps, Julia est au bord de la noyade. De son côté, Julia parvient à arracher un tuyau au plafond et s'en sert pour respirer quelques instants. Dans l'esprit de Karl, Catherine plante une épée dans la poitrine du démon, mais elle constate aussitôt que l'enfant est blessé lui aussi. Elle comprend alors que ces deux facettes de Karl sont liées et qu'éliminer l'une reviendrait à tuer l'autre. Elle s'approche donc du petit garçon ensanglanté, qui la supplie de le sauver et de rester auprès de lui. Pendant ce temps, Peter repère un conduit qui longe le bâtiment et le suit jusqu'à une trappe menant au sous-sol. Là, il découvre enfin la cage remplie d'eau, où Julia tente de survivre en respirant par un tube. Il lui dit de s'écarter, puis brise la vitre de toutes ses forces. L'eau se déverse dans la cave, et Julia est enfin libérée. Dans l'univers intérieur, Catherine en larmes choisit de noyer le petit Karl pour mettre fin à son calvaire, et détruire en même temps le démon qui l'emprisonnait. Dans la réalité, Karl est pris d'une violente crise avant de mourir. Son chien Valentine, comprenant ce qui se passe, se met à gémir.
Catherine, elle, se réveille bouleversée, tandis que Julia s'effondre en sanglots dans les bras de Peter Panther. Quelques jours plus tard, des détectives fouillent encore le sous-sol de Carl. Catherine vient visiter les lieux, et l'on découvre qu'elle a adopté Valentine. Elle échange quelques mots avec Peter, lui confiant qu'elle compte utiliser la technique inversée pour emmener Edward dans son propre esprit. Peter s'inquiète pour elle, mais Catherine le rassure. Il la remercie pour tout, puis chacun repart de son côté. Dans la toute dernière scène, on retrouve Catherine et Edward dans le désert aperçu au début du film. Mais cette fois, le paysage est transformé. Des arbres en fleurs entourent l'enfant. Confiant, Edward s'avance vers Catherine et la serre dans ses bras peints de ses mains. Ainsi s'achève l'histoire. Et voilà, c'était le résumé de ce film intense et plein de suspense. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récaps.